Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue dans cette journée dédiée à la qualité de vie et des conditions de travail. Je suis donc Morgane Palomo, je suis associée du cabinet de conseil Plume Biz et je suis accompagnée de Corinne, que vous venez d'entendre, et qui est la fondatrice du cabinet. On est spécialisé dans l'amélioration de la productivité et de la fidélisation des collaborateurs et on accompagne les entreprises dans la création d'un environnement de travail optimisé, engagé et durable. Donc, bienvenue dans cette journée. Lors de cette session spéciale avec Mélissa et Lucille, eh bien, nous allons explorer pourquoi et comment la qualité de vie et des conditions de travail représentent un investissement rentable pour l'avenir de l'entreprise. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Mélissa Page. Bonjour Mélissa, qui est Alors, responsable du Paget, bonjour. développement et partenariat chez ActiveStress, et Lucie Vatrin. Bonjour Lucille, Bonjour. tu es fondatrice de Tuners, spécialisée dans la parentalité en entreprise, un vaste sujet. Donc Mélissa, avec son expertise en formation et préparation au stress pour les dirigeants et les talents, va nous apporter des insights précieux sur l'importance de la QVCT, notamment dans la gestion du stress et le développement des compétences. Lucille, quant à toi, en tant que spécialiste de la parentalité, tu vas nous éclairer sur les bénéfices de prendre en compte ces aspects familiaux et personnels des employés pour améliorer leur bien-être et donc par extension leur performance au travail. Donc, au cours de cette intervention, on va discuter rentabilité des investissements en QVCT, des mesures à mettre en œuvre, mais aussi des risques associés à l'inaction. Vous aurez aussi des exemples à nous présenter, des exemples concrets et des recommandations pour l'avenir. Est-ce que Lucie, tu peux commencer par nous en dire un petit peu plus sur toi, s'il te plaît? Bonjour à tous, merci Corinne, merci Morgane pour l'invitation à cette belle journée. J'ai hâte de passer des moments avec tout le monde. Je trouve ça vraiment génial de se retrouver à plusieurs et de faire du collectif parce que je pense que c'est un peu la clé pour tous ces sujets, de travailler ensemble. Donc je m'appelle Lucille Watrin, j'ai fondé Juners il y a un peu plus d'un an avec l'ambition d'accompagner les entreprises sur les sujets de parentalité et d'égalité femmes-hommes. L'idée, c'est vraiment d'intervenir auprès des dirigeants, des managers et des collaborateurs pour les aider dans leur quotidien et bien comprendre tous les enjeux derrière la parentalité avec ce lien très, très étroit avec l'égalité femmes-hommes. Du coup, j'interviens sous forme d'audits, de conseils, de recommandations personnalisées et puis après, s'ensuit des fresques, des ateliers, des conférences. Ça peut prendre différents formats. Voilà. Super, merci, merci Lucille. Mélissa, à toi, tu peux nous dire quelques mots? Ouais, bonjour à tous. Déjà, je suis vraiment ravie d'être là parce que c'est vraiment une journée enrichissante avec toutes ces thématiques à traiter. Donc, c'est vraiment super. Merci à toi et à Corinne pour l'organisation. Donc, moi, je suis Mélissa Paget. Je suis responsable en fait du développement à ActiStress. Je suis anciennement consultante RH. Donc, moi, j'ai toujours été sur l'accompagnement au niveau de la santé mentale et de la santé psychique. Maintenant, j'étais un peu frustrée au niveau de l'accompagnement, au niveau de la prévention parce que j'avais l'impression d'être toujours un espèce de pompier qui ramassait les pots cassés. On intervenait beaucoup trop tard. Et c'est vrai qu'en France, on n'est pas très doué en fait pour cette logique de prévention parce qu'elle n'est pas prise assez au sérieux. Et donc, je suis partie des ressources humaines pour aller en conduite de changement, qui a été aussi très formateur, parce que la conduite de changement, on voit beaucoup de stress aussi pour changer voilà, une transformation digitale ou peu importe, enfin, du moment qu'il y a un projet, on voit un peu comment ça peut faire remonter des tensions. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à ActiStress, ce qui m'a plu, c'est qu'il y avait un axe très fort en fait sur la prévention et sur le biologique, chose qu'on n'entendait pas beaucoup en fait dans les RPS. On parle toujours de gestion du stress et pas de préparation au stress. Et il y avait aussi cette notion du stress un peu global et pas qui était centré sur les métiers. Et ça, c'est tout l'axe de différenciation qu'on a à ActiStress. Et je me suis dit, ça, c'est le projet en fait qui m'intéresse. Et là, ça fait maintenant 2 ans. Moi, j'accompagne en fait les dirigeants, le talent management sur la formation de préparation au stress des métiers et les entreprises de manière globale. Nous, on est vraiment sur une logique. Donc, dites-moi quelle est votre place, je vous dirai quel est votre stress et l'impact que ça a sur vos collaborateurs et sur votre organisation. Donc, on a vraiment une dimension individuelle et collective. On a donc 3 offres qui sont les ateliers, la formation et l'accompagnement long, où là, on prend des équipes en fait de direction, des CODIR COMEX qu'on accompagne en fait sur 6 à 9 mois pour bien prendre en compte la santé, la performance durable, mais aussi leur impact sur l'organisation. Voilà.
Super, bah écoutez, merci pour vos présentations. On est vraiment ravis de vous recevoir et je vous propose d'entrer dans le vif du sujet, de mettre les deux pieds dans le plat avec notre première question finalement. Alors, la QVCT, est-ce que c'est rentable comme investissement? Alors, je commence. Allez, vas-y, Mélissa, lance-toi. Très bien. Alors, la QVCT, elle est rentable et je vais, comment dire, être en corrélation avec ce que disait Luna. Elle est rentable si on investit et surtout si on applique le droit du travail. Ça, c'est la base solide et le socle qu'on ne peut pas, auquel on ne peut pas ériger. Donc ça, c'est super important. Et au niveau des chiffres, on sait que 1 euro investi en prévention de la santé, puisque moi, je suis sur l'axe de la santé, rapporte 13 euros en fait de bénéfices à l'entreprise. Il y a deux critères aussi très importants à prendre en compte. C'est que là, c'est la dernière étude Quali Social que je trouve très complète et que je vais souvent, dont je vais souvent énoncer les chiffres. C'est que les organisations qui investissent sur une vraie stratégie en fait de QVCT avec une politique construite et continue, ils ont 91% de salariés en meilleure santé qu'une entreprise qui ne le fait pas. Et ils ont également 116% en fait de salariés qui sont satisfaits de leur vie, qui ont trouvé un bon équilibre vie perso pro également, et qui ont aussi trouvent du sens en fait dans leur travail. Et au niveau de la croissance, on voit aussi que toutes ces organisations qui ont vraiment fortement, et j'insiste sur le fortement, investi sur cette politique de QVCT, ils ont 2 fois plus de croissance qu'une organisation qui le fait très peu ou pas du tout. Et c'est à hauteur quand même de 120%. Donc pour moi, clairement, je dis que la QVCT est rentable. Tout à fait. Et Isabelle, dans le chat, nous dit que ça se vérifie aussi au niveau de la santé et qu'en France, on a peu la culture de la prévention. C'est ce que tu disais un petit peu juste avant, alors que ça nous permettrait de faire de belles économies. Oui, on va en parler après. Tout à fait. Lucie, toi, quel est ton avis sur la question? Oui, j'aime bien ce parallèle avec la santé. On peut aussi faire le parallèle avec la petite enfance. On dit qu'il faut investir dans la petite enfance pour que justement on fasse des économies, notamment sur rien qu'au niveau de la sécurité sociale, que ça nous aiderait beaucoup. Moi, je vais être un peu plus pondérée parce que je vois malheureusement beaucoup de QVCT que je dirais à paillettes. Et j'ai encore un exemple parce que là, on arrive vraiment dans les semaines dédiées à la QVCT où dans mon entourage, ah, c'est super, on a organisé un foot, on va aller faire une soirée badminton, génial. Sauf qu'en fait, ça, pour moi, c'est juste de l'argent jeté en l'air. Alors oui, ça fait plaisir aux collaborateurs sur le moment. Et encore, on parle de 10 personnes masculines, hein, on ne parle pas de l'entreprise au sens large, c'est assez restrictif quand même. Mais du coup, quand c'est une vraie logique, une vraie politique, un vrai incarnement, et c'est un peu ce qui a été dit au préalable par Lumna et Mélissa, c'est si c'est vraiment ancré dans la politique de l'entreprise et que c'est quelque chose de global, de réfléchi, super de proposer un terrain de foot et que certaines personnes aillent s'amuser. Mais en fait, si c'est juste ça, clairement, c'est pas rentable. Parce qu'on a l'impression qu'on a dépensé, je sais pas, quelques milliers d'euros pour la QST, alors qu'au final, ça a un impact, je pense, vraiment anecdotique, voire pas d'impact sur les Des collaborateurs. raisons. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir, excusez-moi, une vraie politique de QVCT qu'on a réfléchi, où on ne fait pas juste un remplissage d'une semaine au mois de juin, mais quelque chose où, voilà, sur un temps long, pour que ce soit rentable. Parce que sinon, justement, après, aller défendre les budgets au niveau de la direction, si on a juste fait des choses à paillettes, bah forcément, c'est un peu plus compliqué puisqu'on ne va pas avoir les chiffres que vous présentez, Mélissa, on n'aura pas de retour sur investissement, on ne verra pas les bénéfices, parce que justement, ce sera juste des petites choses vraiment anecdotiques qui n'apporteront rien de profond aux collaborateurs en termes de qualité de vie au travail et de bien-être et de bonne santé au final. Tout à fait. Donc, on en revient à la stratégie qui doit vraiment être définie en amont et être claire pour tout le monde. Ça. Concrètement, finalement, qu'est-ce qui doit être mis en œuvre par les entreprises? Moi, je pense que vraiment, il faut prendre le temps et si le sujet arrive sur la table en début d'année et qu'on n'a pas le temps de faire la semaine de la QVCT, bah, il vaut mieux réfléchir sur du long terme et poser sa stratégie vraiment. Et du coup, mettre tout le monde autour de la table, donc que ce soit la direction, les managers, aussi les collaborateurs, et ça peut être aussi les instances du personnel qui sont souvent importantes dans ces sujets-là. Et être vraiment aligné avec sa stratégie. L'idée n'est pas juste de dire on va faire, comme j'ai du baby-foot ou des fives pour certains hommes de l'équipe. C'est de se dire vraiment de quoi mes salariés ont besoin, de quoi mon entreprise a besoin, quels sont les points, est-ce qu'on a des burn-out, est-ce qu'on a des femmes qui ne reviennent pas au travail, est-ce qu'on a des parents qui sont en galère avec leurs enfants, voilà, quels sont les vrais problèmes de nos collaborateurs et comment on va pouvoir y répondre. Euh,
Je pense que c'est intéressant d'inclure les salariés et les managers dans ces problématiques parce qu'on peut avoir tendance à être un peu loin du terrain et donc d'être pas vraiment en corrélation avec ce qui se passe pour nos collaborateurs qui peuvent être par exemple des commerciaux sur le terrain et que nous on est au siège et on voit pas vraiment qu'est-ce qu'ils vivent tous les jours. Donc intéressant de les interroger, que ce soit par des focus group ou avec des questionnaires en ligne, ça peut être quand même assez simple. Et je pense qu'il est hyper important d'inclure la parentalité dans les sujets de QCD parce que la qualité de vie du travail, c'est aussi comment je jongle entre toutes mes vies. Et il n'y a pas d'un côté la vie pro et la vie perso, il y a la vie au sens large et je suis toujours maman quand je suis là en train de vous parler. Et en même temps, je suis toujours professionnelle quand je suis en train de donner le bain à mes enfants parce que mon cerveau, il ne s'arrête pas, il ne fait pas un switch d'un côté de l'autre. Donc, du coup, c'est comment je gère, comment j'accompagne la vie de mes collaborateurs au sens large. Comment il y a des moments où je sais que c'est plus compliqué pour un parent qui est en train de vivre Parcoursup, qui a eu les résultats il y a 2 jours, d'être hyper focus sur un codir, parce qu'en fait, c'est l'avenir de son enfance. Et donc, comment j'intègre toutes les phases de vie des parents et comment je fais en sorte qu'ils soient sereins, comment je réponds justement à leurs enjeux spécifiques. Il y a un ROI qui a été prouvé, on parlait du ROI sur la QVCT au sens large, mais il y a un ROI vraiment focus sur la parentalité qui montre qu'on a 108% de rentabilité, c'est un groupement suisse, notamment Nestlé. C'est pas anodin, enfin je veux dire, c'est vraiment un sujet et comme je disais, les, les investissements et la prévention, pour faire un rappel avec ce que nous disait Isabelle en commentaire, ça, ça a des impacts conséquents et ça a un ROI qui n'est plus à démontrer. Les chiffres viennent vraiment asseoir ce qu'on est en train de dire, mais je pense qu'on en est tous convaincus. Et le dernier point que je voulais aborder sur qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit rentable, c'est de se dire que c'est pas juste une impulsion de la part des RH. Ça doit venir vraiment de tout le monde avec une notion de co-responsabilité. Ça peut pas être juste on a une super politique stratégique de QVCT, c'est génial. Comme je disais, il faut inclure tout le monde et que tout le monde se sente concerné. D'où l'intérêt de questionner les salariés sur de quoi ils ont vraiment besoin, de former les managers. Lumna et Mélissa en ont parlé. Il faut que les managers qui sont vraiment ceux qui sont en frontal avec tous les collaborateurs, si le manager, je prends l'exemple de la parentalité parce que c'est vraiment un sujet, fait des phrases du type tu vas vraiment nous manquer sur une personne qui part en congé mat, qui est déjà pleine de culpabilité parce que c'est pas facile de laisser son poste selon les investissements qu'on a, c'est pas simple en fait. Ça vient juste rappuyer sur la culpabilité qu'elle a et autant vous dire qu'elle en a déjà assez avec sa vie de maman et de salarié. Donc en fait, c'est important que tout le monde soit sensibilisé. Donc la notion de co-responsabilité est hyper importante pour que ça ait un impact positif pour l'entreprise. Je Voilà. voulais rajouter au niveau de ce que vient de dire Lucille, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été expliqué, c'est qu'on doit réintégrer le temps du diagnostic en fait en entreprise. On prend plus ces temps en fait d'échanges qui sont profonds. Et quand je dis ça, c'est-à-dire que on sait qu'aujourd'hui, on peut plus investir sur une logique de budget excédentaire. Voilà, il y a 2 semaines par an, je vais investir le budget qui reste, qu'est-ce qu'on va faire? Et on le sent en fait dans la qualité de vie au travail. On sent quand il y a cette logique de QVCT marketing et surtout de marque employeur et qui n'est pas dans une logique construite, réfléchie. C'est des actions qui sont de manière ponctuelle. Aujourd'hui, ce qu'attendent en fait les collaborateurs, et c'est là encore une fois, je vais parler des chiffres, c'est 88%. 88% de collaborateurs qui estiment que la QVCT en fait est prioritaire sur tout un tas d'axes, que ce soit en fait la santé, la parentalité, la formation continue, d'avoir les outils en tant que manager parce qu'on cristallise beaucoup, j'ai envie de dire, de frustration sur les managers toute la journée, des injonctions contradictoires entre un codir, des collaborateurs aussi qui ont d'autres demandes. Il faut pouvoir donner des outils aux managers pour accompagner les personnes. Et là, ça mérite de se poser. Et on prend jamais, en fait, ce temps de se poser, de diagnostiquer, en fait, les différents problèmes qui sont très différents selon les entreprises. Et la problématique, ça, je voulais insister là-dessus, c'est que quand on a une entreprise, en fait, qui fait du chiffre d'affaires, ça, c'est toujours l'indicateur que me donnent, en fait, les clients quand ils viennent à ActiStress, mais on a un bon chiffre d'affaires, on n'a pas de besoin. C'est encore plus dur de mettre une phase de conduite de changement dans des entreprises où il y a du chiffre d'affaires parce que ça n'est pas le seul indicateur en fait à prendre en compte. Il y a tout un autre. Il faut créer ces indicateurs en fait. Même nos préconisations, j'ai envie de dire, elles sont peut-être pas possibles d'être mises en place en fait pour les entreprises. Pour moi, ça doit vraiment venir du terrain, de la direction aussi, et qu'on arrête aussi de faire porter au service des ressources humaines ce champ qui est trop vaste, trop lourd à porter.
Oui, oui, c'est ce que tu disais, Lucie, ça doit être vraiment commun. Chacun doit s'impliquer dans cette QVCT. Et tu parlais, Mélissa, de ce diagnostic terrain. C'est vrai que nous, chez Plume Biz, on y accorde aussi une grande importance puisqu'on ne peut pas agir sans comprendre justement d'où viennent les problématiques. Sinon, c'est mettre un coup d'épée dans l'eau. Et on a beaucoup d'exemples là dans le chat de personnes qui nous citent des actions de QVCT menées par leur entreprise qui ne rencontrent pas du tout ni leur envie ni leurs besoins. Il y a par exemple Nawel qui nous parlait d'une journée team building sur un circuit alors que certains collaborateurs n'avaient même pas le permis. Donc je pense que c'est un bel exemple Super idée. d'action marketing. J'avais sorti la dernière fois le lancer de hache parce que je l'ai entendu et le chien de traîneau, et ça m'avait déjà un peu coupé le souffle quand je l'ai entendu, mais là, je trouve que celle-là, elle est pas mal. Je la Ouais, Oui, ressortirai. Le coup du ouais, ski, on va pas la mal. garder. Pas mal. on fait fort. Ouais. Euh, Du coup, finalement, qu'est-ce qu'on risque? Qu'est-ce qui se passe si on fait rien ou si on fait mal les choses? Alors, faire mal les choses, je vais pas être forcément dans cette logique, c'est-à-dire que moi, la maturité, pour moi, elle se construit. Et donc, c'est pas grave si on part de zéro, mais il faut en avoir conscience. Pour moi, c'est plus la conscience qu'il est important de travailler en fait dans l'entreprise. Mais par contre, le coût de l'inaction, on est très mauvais en France au niveau de la prévention, ça j'insiste vraiment là-dessus. Pourquoi? Parce que tant qu'on ne voit pas les problèmes, on estime qu'ils n'existent pas. Et ça, c'est vraiment un souci, vraiment un souci au quotidien, parce que le coût de l'inaction, il est très fort au niveau des risques psychosociaux, puisque moi, j'interviens vraiment sur ces questions de santé, de comment le stress peut impacter en fait la personne et l'organisation. On voit qu'il y a quand même entre 2 à 3 milliards par an, en fait, qui inclut en fait les dépenses de soins, l'absentéisme, le désengagement, la cessation d'activité et même les décès prématurés au niveau de la sécurité en fait au travail. Donc c'est énorme. Le manque à gagner, ça aussi, je le trouve énorme. Il est quand même de 108 milliards d'euros par an pour les entreprises françaises. Au niveau du désengagement, que ça soit actif ou passif en fait des salariés. Et là, je vais revenir juste sur une logique budgétaire au niveau individuel par salarié, ça fait 13 000 € par an, un peu plus même, 13 500 € par an, donc de perte au niveau du coût du mal-être en entreprise. Donc je pense que quand on nous parle constamment en fait d'économie, de dire qu'on n'a pas d'argent, qu'on doit optimiser les coûts, il y a, quand je parlais du diagnostic, il est nécessaire. C'est vraiment, on doit se poser en début, en milieu d'année ou en fin d'année, peu importe, mais pour se poser vraiment les questions. Parce que Et le ouais, c'est chiffre ça. d'affaires, c'est pas parce qu'on le réalise que ça veut dire qu'on ne perd pas d'argent à côté. Et ça, c'est vrai que c'est très compliqué à faire comprendre en fait aux gens. Ce sont les mesures intangibles de l'entreprise qui ne sont pas prises au sérieux. Tout à fait. Et je rebondis, Lucille, dans le chat, il y a Naoué qui nous disait que 82% des salariés seraient prêts à changer d'employeur s'il y avait plus de services liés à la parentalité qui leur étaient proposés. Donc ça, c'est ton sujet et c'est finalement un enjeu important dans la QVCT à prendre en compte. Oui, je répondais justement en disant qu'en fait, plus de 8 salariés sur 10 sont parents. Donc en fait, quand on dit je parle aux parents, en fait, on parle quasiment à toute l'entreprise. Et on parle même à tout le monde parce qu'en fait, avoir une logique parent-friendly, comme on dit, donc pas avoir des réunions qui commencent à 8h30 alors que la crèche ouvre à 8h30 par exemple, enfin, en tout cas l'école, pas avoir des réunions après 18h pour qu'il y ait un temps off. En fait, ça sert aussi à tout le monde. Enfin, ça sert pas que aux parents. Pouvoir avoir du sport, pouvoir avoir des loisirs, ça aide tout le monde et pas que les parents. Donc, du coup, mettre en place une politique parentale, ça, c'est pour les parents. Donc, ça, quand même, comme je dis, ça concerne beaucoup de gens, mais pas que. Et je voulais faire un petit point sur ce qui se passe si on ne fait rien avec une logique un peu plus égalité femmes-hommes, qui est un sujet intimement lié à la parentalité. Puisque je ne sais pas si vous connaissez, mais le dernier prix Nobel, donc Claudia Goldin en 2023, a bien montré que l'écart de salaire, notamment, se creuse à partir du premier enfant et que la femme n'arrive pas à rattraper le salaire de l'homme. Alors elle perd à peu près une vingtaine de pourcents doucement, et l'homme pourtant prend 5% lui quand il devient papa. Donc voilà, ce fossé se creuse et on n'arrive pas à rattraper le salaire, ce qui fait qu'on arrive à des conséquences un peu dramatiques avec 40% d'écart à la retraite au niveau des pensions. Donc je vous laisse imaginer la précarité des femmes si jamais bah, il y a notamment une séparation ou quelque chose comme ça. Et on sait, on parlait d'inaction, un encadrement qui est plus féminisé,
Donc, on pourrait prendre l'inverse, un encadrement qui n'est pas féminisé ou qui n'est pas diversifié avec tout ce qu'on peut imaginer. C'est une rentabilité de plus de 40%, 48% d'une meilleure rentabilité. Donc, en fait, avoir une diversité dans son entreprise, que ce soit au niveau du management ou du codir, ou du COMEX, ça apporte des décisions stratégiques qui sont meilleures. Parce que voilà, on n'a pas. On parlait des biais, mais je pense que là, clairement, on est clairement là-dedans. Parce que on a une ouverture qui est beaucoup plus importante. Et qu'est-ce qu'on risque si on ne fait rien? Il y a les lois, heureusement, alors c'est pas parfait, mais heureusement quand même qu'elles existent. La loi RIC 5 qui arrive à grands pas, qui va obliger les entreprises à féminiser, en tout cas les instances dirigeantes, et qui va permettre, comme on le disait, d'atteindre une meilleure productivité et des meilleurs choix stratégiques. Sinon, l'entreprise sera forcément amenée à rendre des comptes au niveau de l'État. Et la Banque mondiale a sorti une étude en début mars qui est vraiment intéressante, qui montre que si on œuvre tous ensemble pour l'égalité femmes-hommes, on pourrait doubler la croissance mondiale. Et je parle bien de doubler, donc c'est pas juste 0,5%, non, non, c'est x2. Du coup, les enjeux de parentalité, de QVCT, c'est aussi apporter des solutions plus équitables pour tout le monde et du coup œuvrer pour ces sujets d'égalité femmes-hommes. Et d'ici à 2050, si justement on essaye de réduire ces inégalités femmes-hommes, on pourrait avoir entre 6 et 10% du PIB mondial qui augmenterait. Idem, on se rend bien compte qu'en fait, si on ne fait rien, on passe à côté de tout ça, en plus de laisser les femmes un peu sur le bas-côté, en tout cas au niveau du travail, et avec tout ce que vous devez connaître, charge mentale, le fait que les femmes ne reviennent pas au poste après leur congé mat, parce que c'est plus possible de tout conjuguer, au fait que c'est elles qui prennent plus souvent des congés parentaux, qui seront en plus apparemment bientôt beaucoup moins bien remboursés. Enfin bref, ça a beaucoup, beaucoup d'impact. Donc voilà, combien ça coûterait de ne pas agir, je pense qu'on a bien énuméré avec Mélissa pourquoi en tout cas il faut agir du coup. Tout à fait. Est-ce que vous auriez des exemples terrain, des exemples concrets à partager à nos participants? Oui, alors moi j'ai deux exemples. Le premier, on va rester sur l'égalité femmes-hommes et après je parlerai parentalité plus précisément. J'anime la fresque de l'équité, donc qui va vraiment être un outil très pédagogique où on part de constats, de conséquences et on va essayer de remonter tous ensemble. Si je prends l'image d'un arbre, on parle des conséquences qui sont les feuilles de l'arbre et on va essayer de redescendre sur le tronc avec les causes de ces conséquences, donc des inégalités, et donc vraiment aux problèmes systémiques et d'où ça vient, où ça prend racine. Et ces fresques de l'équité sont par exemple déployées actuellement au sein du groupe La Poste. Autant vous dire qu'on a beaucoup à faire dans cette vieille maison. Pour y avoir appartenu, je vous dis qu'il y a du travail, n'est-ce pas Corinne? Puisqu'on s'est rencontrés là-bas, dans une filiale. Et dans le groupe Casino aussi. Donc ils ont décidé de former, on a formé des responsables RH qui, eux, maintenant, sont en train de démultiplier au niveau de leur groupe parce que vous imaginez, Casino, c'est beaucoup de monde. Parce que voilà, en fait, les remarques sexistes, les inégalités, les problèmes d'accès au financement, les problèmes de plafond de verre, tout ça font que ces groupes ont pris conscience qu'elles devaient agir. Et cette fresque, comme je disais, c'est on pose des conséquences, on essaye de comprendre les causes systémiques et ensuite on se met en action. Donc il y a 40% du temps de la fresque, c'est pour ça que c'est un outil vraiment hyper pédagogique et très intéressant. On se met en action, on essaye au niveau de la société, au niveau de sa société et au niveau de soi d'agir. Donc ça peut être des choses toutes bêtes comme acheter des livres un petit peu moins normés ou en tout cas sexistes avec une princesse qui attend patiemment en haut de sa tour d'ivoire que son prince au grand cheval blanc arrive la sauver. Parce que clairement, même si c'est sympa, on peut voir un peu d'autres choses. À d'autres actions comme mettre en place des protections périodiques dans les toilettes pour toutes les femmes ou avoir un lavabo, on en parlait sur des commissions gouvernementales qui ont lieu récemment avec le fait qu'en fait, si on n'a pas de lavabo dans les toilettes, il est un peu compliqué de vider sa cup et donc c'est pas évident pour les femmes. Donc voilà, c'est des petites choses qui sont parfois anodines, mais au final qui ont un impact important sur les femmes et sur la société. Et l'autre exemple, c'est chez Mustela, donc le laboratoire Expansience. Vous le savez peut-être, Mustela porte quand même une grande raison d'être et labellisé Bicorp. Du coup, ils ont à cœur d'accompagner les enfants en bonne santé sur une planète en bonne santé. Et ils ont des maisons des parents qui commencent à pousser un petit peu en France. Il y en a eu une à Paris, il y en a eu une à Rennes récemment, et il y en aura sûrement d'autres.
Et l'idée, c'est de se dire, OK, ben maintenant, on fait beaucoup de choses pour nos clients, on est Bicorp, on a une raison d'être, on est engagé, mais OK, et nos collaborateurs. Et du coup, bah, on a créé un programme de parentalité en interne avec du coaching, avec des ateliers, avec plein de choses diverses et variées au sein d'Expansion Mustela pour que justement, bah, en fait, ce soit aligné parce qu'on en parlait au début, mais en fait, c'est super de proposer plein de choses à ses clients finaux. Mais en fait, si vos collaborateurs, ils sont un peu laissés pour compte et que eux, on les aide pas pour allaiter, on les aide pas quand ils reprennent le boulot, bah, c'est un peu, il y a un peu une dissonance, en tout cas au niveau de l'ancrage et des valeurs, qui, je pense, peut être très préjudiciable au niveau de l'engagement des collaborateurs. Donc, du coup, ils ont essayé de rendre les choses un peu plus harmonieuses et d'apporter des choses à leurs collaborateurs, en tout cas quasiment autant qu'à leurs clients finaux. Merci Lucie pour ces éléments. C'est, ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a des entreprises, des grosses entreprises aussi qui s'investissent pour ces sujets, même si tout n'est pas parfait encore. On voit que c'est en, c'est en chemin. C'est ça. Et de ton côté, Mélissa, tu as un exemple à nous partager? Oui, j'ai deux exemples. Donc, j'ai voulu regarder un petit peu ce qui se passait au niveau de nos clients, au niveau des grands groupes. Donc, nous, on a Société Générale et Mazars qui ont fait un focus essentiellement sur les associés et également sur un travail très fort en fait sur le leadership. Comment ma manière d'être et voilà mon non-verbal, mon paraverbal et également mon stress peut avoir un impact en fait dans mon management. Donc, il y a une notion aussi de prendre en compte vraiment la santé de la personne parce que il y a beaucoup d'actions qui peuvent être mises en place pour les collaborateurs et le retour en fait des collaborateurs était de dire mais qu'est-ce qu'il en est en fait des managers et qu'est-ce qu'il en est en fait des associés. Et donc là, il y a eu vraiment une logique de d'investir en interne sur une formation continue et de donner à chaque fois en fait des outils pour les managers, que ça soit sur une logique pas forcément que de coaching, mais aussi un travail de groupe. C'est ça qui m'a plu, dans le sens où on est plus sur une logique d'analyse de pratique, parce qu'il manque de l'analyse de pratique. Moi, j'ai été éducatrice spécialisée dans le milieu du médico-social, et on travaillait en lien avec des gens. Donc, on est en entreprise, c'est pareil, on travaillait en lien avec des gens, et on avait donc des groupes d'analyse de pratique pour parler entre pairs, mais aussi avoir un conseiller qui était là pour nous faire travailler nos biais, également le stress qu'on pouvait avoir quand j'étais éducatrice spécialisée, parce que je travaillais en psychiatrie, donc c'était aussi compliqué, qu'est-ce que ça pouvait me renvoyer. Et quand on est en entreprise, on ne parle pas de ces choses-là. Il y a cette espèce de masque en fait social qu'on doit avoir, alors que toute la journée, bah, il y a quelqu'un qui nous parle mal, on est impacté au niveau de nos valeurs. Des fois, on met en place en fait des choses en termes, voilà, on nous demande quelque chose, voilà, comme licencier peut-être aussi un collaborateur, bah, qu'est-ce que ça me renvoie aussi individuellement. Ça, c'est des choses auxquelles on ne parle pas en fait au quotidien. Donc ça, c'est ce que j'ai apprécié en fait dans le travail de nos clients. Ils ont un vrai investissement sur le codir, sur les associer, sur comment déconstruire en fait les idées préconçues, comment les accompagner au mieux pour qu'ils puissent diriger. Parce que quand on est sous stress, on manque de lucidité et on prend des décisions stratégiques en fait alors qu'on est impacté toute la journée. Les managers, c'est pareil. Comment je peux être au rendez-vous de mes compétences pour bien accompagner les collaborateurs, travailler sur mes biais. On en parle beaucoup là actuellement de la neuroscience, mais il n'y a pas que ça. Il y a mes angles morts, il y a ma blessure narcissique. Ça aussi, on n'en parle pas assez. Je sais que ça fait un peu thérapeutique, mais c'est une réalité. On vient avec nos casseroles en fait en entreprise. Donc, c'est important de se regarder dans la glace et de savoir aussi quel est mon impact sur moi, parce que des fois, je peux me griller. On a plusieurs exemples, de directeurs ou directrices qui peuvent être très axés sur la performance, mais du coup, qui manquent d'empathie. L'intelligence émotionnelle, elle est où, en fait, là-dedans? Voilà, tout ça, c'est des choses, en fait, qu'il faut travailler. Et donc là, c'est vraiment centré sur les grands groupes, là, ce que je venais de vous dire, mais il y a aussi d'autres plus petits groupes, on va dire des PME, des grosses PME, donc MV Group, là, pareil, qui a fait un gros travail, en fait, d'investissement sur la santé et la performance durable, parce qu'ils se sont dit très clairement, on a des enjeux comme toute entreprise, on connaît du stress comme toute entreprise, et nous, on a envie de performer, mais on ne veut pas faire ça n'importe comment. Comment on prépare au stress, en fait, nos managers sur leurs fonctions. Il y a vraiment cette logique de prendre le stress, en fait, du métier et le stress du codir et des collaborateurs. Il y a un sens à tout ça. Au lieu d'être centré tout le temps que sur les collaborateurs, remettons aussi en question le talent management et encore plus haut aussi, parce que ça, c'est très important. C'est une chaîne, en fait. Donc, il ne peut pas y avoir juste les collaborateurs, juste les managers. Le codir doit aussi, pour moi, y passer. Nous, c'est vrai, c'est notre axe de différenciation. Vraiment. Mais encore une fois, c'est des actions vraiment globales qui font la différence. Ça peut pas être simplement top-down.
C'est pour ça qu'on en revient toujours à cette notion de QVCT stratégique. C'est un enjeu stratégique et ça peut pas être en fait traité 2 semaines par an. Comme je le dis, avec un budget excédentaire, non, ça mérite d'avoir cette logique de diagnostic, de se poser, de savoir en fait ces enjeux stratégiques, ce qu'on va vivre en fait dans l'année. Des fois, c'est dur de l'anticiper, je l'entends tout à fait, il n'y a pas de jugement moral, c'est compliqué de savoir, mais aujourd'hui, il y a les chiffres, donc on ne peut pas dire qu'on ne sait pas non plus. Tout à J'ai fait. une question. Oui. J'ai une question, pardon, Morgane. D'abord, il y a Isabelle qui dit quelque chose qui me semble très intéressant. Les managers sont des collaborateurs, donc avant tout. Alors, pourquoi les différencier? Et moi, par rapport à ce que vous dites là, est-ce qu'il y a une différence finalement de traitement de la QVCT et de la rentabilité de la QVCT suivant la taille de l'entreprise? Parce que j'entends beaucoup grands groupes, Mustela, Danone, La Poste, donc Mélissa, tu parles aussi de gros gros. Tu es revenu sur une taille plus, j'allais dire réduite, hein, c'est pas péjoratif évidemment, avec ton dernier exemple, mais est-ce que dans les TPE, la QVCT finalement est traitée ou doit être traitée différemment? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Entre voilà la dissonance entre les populations où un manager, ça reste un collaborateur, et un dirigeant aussi, ça reste un collaborateur hein, dans l'entreprise. A Ouais. priori, même si c'est lui qui dirige, il est autant susceptible d'avoir des burn-out ou de la charge mentale compliquée. Donc, comment vous vous positionnez par rapport à tout ça? Je referme mon micro. Ça fait beaucoup de questions. Moi, je vais répondre par rapport à la notion de collaborateur. Je me suis peut-être mal expliquée. On est tous des collaborateurs, ça c'est sûr, puisqu'on est dans la même organisation. Par contre, il y a une réalité, on n'a pas les mêmes enjeux, pas le même pouvoir décisionnel et surtout, on n'a pas les mêmes responsabilités, le même stress, d'accord? Une assistante de direction ne vivra pas le même stress qu'une technicienne, qu'une directrice, etc. parce qu'on n'a pas la même latitude, la même responsabilité. Donc ça, c'est à prendre aussi en compte. Il y a une notion pour moi de stress du métier qui est importante et on ne peut pas être logé dans juste la gestion du stress global. Nous, on le voit bien en fait ActiStress et c'est notre axe en fait de travail. Donc c'est dans ce sens-là en fait dont je parlais. Au niveau de la QVCT, au niveau des TPE et des PME et des grands groupes, je vois que c'est traité au niveau des TPE et des PME. Ça doit être traité et c'est traité parce que nous, on ne fait pas que du grand groupe ou de la PME. J'ai aussi des TPE en fait qui viennent et qui mettent en place en fait des actions. Après, il y a peut-être moins finalement de financement ou de budget, mais il y a alors par contre pour la volonté, vu que ce sont des petites équipes, elles peuvent, j'ai envie de dire, moins se permettre de ne pas le traiter et elles ont envie en fait de le faire. Donc, parce que quand on est une petite équipe, voilà, entre 5, 8 à 10 personnes, les enjeux et ce qu'on se renvoie aussi en termes de stress, de santé, et puis aussi parce qu'on doit atteindre une performance, une rentabilité. Des fois, c'est des entreprises qui ne sont pas encore totalement établies. Ça demande beaucoup, en fait, de disponibilité et aussi de santé nerveuse parce que, il y a une espèce d'ascenseur émotionnel. Il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Ça n'est pas encore acquis, en fait, en termes de rentabilité, donc ça peut fragiliser le groupe. Donc oui, elles doivent, comme tout, et je le redis encore, elles sont vraiment motivées aussi pour le faire. Il n'y a pas juste les grands groupes parce qu'ils ont les moyens, ils sont motivés, hein. Je tiens à nuancer là-dessus. Et sur le point manager collaborateur, je voudrais juste apporter un petit complément à ce que disait Mélissa. Évidemment que une remarque d'un manager quand vous annoncez votre grossesse ou vous devez partir parce que votre enfant est malade, c'est quand même très frontal et on doit former les managers, et là je vais garder ce terme-là, pour qu'ils sachent accueillir ces sujets, donc maternité, deuil périnatal, PMA, euh, etc. Puis vie du parent au sens large. Mais en fait, les collaborateurs aussi, parce que si quand vous partez à 17h, tout votre open space vous dit t'as pris ton après-midi ou elle a de la chance, elle peut allaiter, elle a une demi-heure de plus l'après-midi, bah, en fait, je pense que l'impact, il est tout aussi néfaste sur la collaboratrice ou sur le collaborateur qui doit s'absenter que la remarque du manager. Du coup, alors oui, il faut former les managers, mais pas que. Et c'est pour ça que quand j'interviens en entreprise, on prend tout le monde en compte et du dirigeant jusqu'au collaborateur
j'ai envie de dire, au plus bas de l'échelle, ils doivent être sensibilisés sur les enjeux de la parentalité, parce qu'on n'est pas tous parents, donc on ne se rend pas tous compte, on n'est pas tous parents d'enfants du même âge et on ne vit pas la même parentalité tous. Du coup, c'est important qu'on mette un peu tout le monde au même niveau, et c'est exactement aussi l'exemple de la fresque de l'équité. J'ai eu beaucoup de directrices de relations sociales ou de la RSE qui m'ont dit: «Ah mais nous on est une entreprise de femmes donc la fresque de l'équité, ça sert à rien». Bah, pas sûr en fait, parce que pour avoir animé des fresques avec des femmes assez féministes, donc assez à la pointe sur ces sujets-là, bah, en fait elles sont quand même tombées de leur chaise quand elles ont vu tous les chiffres et tout l'impact, notamment sur la partie financière, tous les chiffres qui sortent. La fresque de l'équité, c'est plus de 80 cartes avec 80 chiffres qui viennent vraiment vous asseoir dans votre chaise et après vous pouvez plus bouger pendant quelques minutes. Euh, et donc c'est essentiel de se dire, tant qu'on n'a pas ce vernis commun sur toute la boîte, on ne peut pas se rendre compte des conséquences des inégalités. Et c'est pas juste, il y a une différence de salaire et à partir d'octobre, les femmes travaillent pour rien. C'est pas juste 2 heures de charge mentale et de gestion des enfants et de la maison en plus, bien que juste, je mets des guillemets. En fait, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond que ça. Donc, le vernis, il doit être sur toute la boîte. Mm. Euh, mais c'est vrai qu'on dissocie parce qu'on a les interventions auprès de la direction, les interventions auprès des managers, mais ça ne peut pas dire qu'on n'intervient pas aussi au niveau du collaborateur, donc sur toute l'échelle en fait. Du coup, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il faut faire preuve d'empathie, axée sur la prévention, et ce, à toutes les strates de l'entreprise, et sur la formation pour éviter des situations comme celle qui nous est décrite là dans le chat par l'un ou l'une de nos participants, je ne sais pas trop, et qui nous dit, je me souviens encore de mon ancien manager, papa de 4 enfants, qui arrivait à 10 heures le matin et partait tard, et qui me demandait quand je partais à 17 heures si je prenais ma demi-journée, et qu'elle m'a dit, oh merde, quand je lui ai appris que j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Non, une femme du coup. Mm. Donc, Voilà. pour éviter à tout prix ce genre de réaction assez violente. Mm. Clairement. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Alors, les entreprises avancent sur tous ces sujets, mais il y a encore beaucoup de chemin, une longue route devant nous, je pense. Donc, diagnostic, prévention, formation, plan stratégique C'est et ça. Tout à action. fait. Oui, tout à fait. Et après, on évoquait toutes les préconisations. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on pense long terme. On sait que le contexte économique n'est pas toujours hyper favorable en ce moment pour les entreprises, et puis on a toujours des moments. Du coup, avoir une feuille de route qui est, comme disait Mélissa, stratégique, qui est construite, qui est pensée avec un objectif long terme, il vaut mieux avancer pas à pas et avancer que organiser juste un foot ou un circuit avec des gens qui n'ont pas le permis. Donc en fait, on peut pas tout faire d'un coup, on est bien d'accord, et c'est pas forcément ce que enfin, c'est pas ce qu'on préconise, mais le penser vraiment globalement, le penser long terme, je pense que c'est un essentiel, et aussi diversifier les formats pour que on n'ait pas que du descendant. Les fresques peuvent être vraiment des bons moments de partage et des moments de sensibilisation très pédagogiques. Et il est aussi important de construire cette roadmap, donc cet escalier qui va nous mener vers notre objectif avec les collaborateurs, et de leur présenter aussi aux organisations syndicales en disant, voilà, notre objectif est là. Aujourd'hui, on ne peut pas faire tout d'un coup. Mais en tout cas, c'est vraiment une volonté de l'entreprise. Donc, du coup, important de la présenter aux collaborateurs pour qu'ils aient une vision et qu'ils puissent se projeter à long terme au sein de l'entreprise et s'engager beaucoup plus facilement. Ouais, il y a une vraie exigence en fait qu'on doit avoir tous en organisation, dans le sens où on est un peu tous la tête dans le guidon. Et il y a après cette réalité budgétaire tout à fait qui est à prendre en compte. Et ce que disait Lucille, on ne peut pas tout faire d'un seul coup, et c'est pas l'objectif et c'est pas ce qu'on préconise. Mais se poser, auditer, diagnostiquer quand on a la possibilité de le faire déjà en interne. Moi, je renvoie à ma petite structure qui est ActiStress. On est 10 actuellement. Alors après, oui, il y a des outils, il y a une sensibilité, etc., puisqu'on travaille dedans, mais il y a aussi beaucoup d'entreprises qui sont les cordonniers mal chaussés, hein, d'accord? Donc, je tiens à le dire. C'est pas parce qu'on travaille dans le milieu que ça veut dire qu'on est préconisé
pour les bêtises et aussi au niveau de la prévention. Moi, je sais que tout de suite, il y a eu une notion à notre petite échelle d'onboarding très important parce qu'on ne l'avait pas fait avant et ça pouvait dérouter aussi certains collaborateurs. On s'est dit aussi qu'il était nécessaire de travailler la préparation au stress selon les métiers, d'avoir aussi un parcours collaborateur avec du coaching. Moi, en tant que manager, j'ai été coachée aussi sur certaines choses. J'étais préparée au stress de mes métiers parce que je suis dans une entreprise où on est tout petit, où aussi il y a beaucoup d'enjeux, c'est l'ascenseur émotionnel, ça je reviens là-dessus, puisqu'on est en train de devenir une PME, donc il y a une notion aussi de rentabilité à prendre en compte, c'est pas forcément évident tout le temps. Et donc ça, si j'ai pas en fait une entreprise qui comprend cette logique-là, là on a aussi également un apprenti, puisque c'est aussi la réalité, qui a 36 ans, qui a 3 enfants en bas âge. En tant que manager, j'étais aussi challengée sur ces questions-là. Si j'avais eu aucun endroit pour déposer cette réalité-là, eh bien, comment on fait? Et toute la journée, ça veut dire que ce sont des gens qui sont frustrés parce qu'ils ne peuvent pas poser aussi peut-être la parole. Moi, je reviens là-dessus, c'est la frustration, elle est créée parce qu'il n'y a pas d'endroit où poser les choses. Et on n'arrive pas énervé, en fait, en entreprise, forcément, d'accord? Il y a des choses, il y a des facteurs externes, et après nos propres facteurs, ça, je l'entends tout à fait, parce que selon ce qu'on vit, mais il faut aussi des endroits pour poser ça. Et c'est pas juste une notion, en fait, de thérapie. On n'a pas besoin d'arriver jusque-là. C'est important justement de mettre cette analyse de pratique, je reviendrai vraiment là-dessus, hein, et groupe de parole, que ça soit entre pairs et aussi voilà, qu'il y ait des temps d'échange, mais des vrais, pas celui à la pause café. Il en faut plus. Vraiment aller en profondeur à la Ouais, source. tout à fait, c'est Et puis ça, on ouais. se rend compte qu'en créant ces moments d'échange, quelles que soient les thématiques, et pour en animer beaucoup autour de la partie parentalité, le fait de faire parler les collaborateurs de leur vie et donc d'éviter qu'il y ait trop de cloisonnement. Moi, j'ai eu beaucoup de jolies histoires où des collaborateurs d'une même boîte qui pourtant n'étaient pas très loin hein, géographiquement au niveau de leur bureau, on peut dire quelques couloirs, se sont rendus compte qu'ils avaient tous les deux un ado de 13 ans qui avait des difficultés de sommeil et que chacun essayait des choses de son côté et que peut-être en fait s'ils discutaient et qu'ils partageaient leurs tips, peut-être qu'ils arriveraient à trouver des solutions. Donc en fait, ces moments où on vient forcer, entre guillemets, un petit peu la discussion autour d'une thématique vont vraiment apporter aussi des belles synergies. Et puis après, justement, on va continuer la discussion, on va se prendre un café alors que cette collègue, on travaille avec elle, mais en fait, on ne la connaît pas vraiment. Et Tout à quand on fait. connaît mieux ses collègues, on travaille mieux ensemble. Enfin, pour avoir organisé beaucoup de team building, c'est un peu l'objectif. Et du coup, ça apporte que des jolies choses, je trouve. Et on peut avoir la croyance que, ah oui, mais si on fait inter-entreprise, les collaborateurs vont pas avoir envie de se dévoiler. Alors oui, il peut y avoir des thématiques un peu compliquées, mais globalement, les collaborateurs, ils ont besoin de parler, surtout sur les sujets de parentalité, où on est un peu dans, c'est compliqué, on a une pression, il faut qu'on réussisse, il faut que les enfants réussissent. Et du coup, en fait, les collaborateurs parlent vraiment en groupe. Donc du coup, je pense que c'est des portes qu'il faut vraiment pousser en tant que responsable RH, RSE, etc. Et finalement, c'est remettre l'humain et toutes ces problématiques au cœur des réflexions, des stratégies de l'entreprise. Euh, En revanche, David soulève le point de la confidentialité. Pour lui, c'est ce qui effraie les Ouais. collaborateurs dans le partage, c'est cette absence de confidentialité sur des sujets qui peuvent être un peu personnels parfois ou compliqués. Ça, c'est à Après, l'entreprise pour moi de sécuriser ça aussi, hein. C'est-à-dire que j'entends tout à fait ce côté avoir peur qu'une information peut-être personnelle nous soit contre-productive au niveau du travail, qu'on voit différemment aussi la personne. Et pour moi, ça, c'est vraiment l'entreprise de garantir la sécurité en fait de ce qui est dit et de rappeler aussi dans quel contexte les choses sont dites et pas d'utiliser ces informations pour peut-être nuire à la personne d'une certaine manière. Oui, nous, créer un ouais. climat de confiance. Oui, quand Pardon. j'anime Oui, ce type bien sûr. d'exercice, c'est important. Enfin, je rappelle toujours le cadre et ce qui est dit lors de ce cercle, cet atelier reste dans ce cercle. Alors oui, il y a toujours des sujets qui sont un peu plus touchy que d'autres, mais globalement, les écrans, le sommeil, les émotions, la sécurité émotionnelle, on n'est pas dans l'intime. Et ça peut aussi permettre aux collaborateurs d'avoir un professionnel à contacter pour creuser sa question qui, là, relève de l'intime et qu'il n'a pas forcément envie de partager. En fait, le discours des autres va aussi venir nourrir, parce on a clairement tous les mêmes problèmes avec nos enfants, en fait. À quelques exceptions près, on vit tous les mêmes galères. À 3 ans, ils font des colères. À 14 ans, ils claquent des portes.
Et à 12 ans, ils commencent à être trop sur leur téléphone. Enfin, on vit tous les mêmes choses à peu près. Et à 16 ans, 18 ans, c'est Parcoursup. Donc, en fait, le fait de partager, outre cette synergie et ces échanges qu'on va créer entre les collaborateurs, on a aussi le fait que le collaborateur, du coup, il se dit, ah purée, en fait, je suis pas tout seul à vivre ce truc, quoi. Je pensais être un ovni et que mes enfants, c'était la galère et que c'était n'importe quoi. En fait, non, on regarde, bah là, on est 12 sur ce sujet des émotions, 12 sur ce sujet des écrans et on vit tous la même galère avec des ados qui essayent de bypasser le contrôle parental et ont qu'une idée, c'est jouer à Brawl Stars. Enfin, on est tous dans les mêmes galères. Enfin, donc, je pense que ça lève un poids aussi aux parents qui vont du coup être un peu plus sereins ensuite. Mais on va peut-être passer à la dernière question avant d'éclater le timing. Oui, parce que l'heure tourne, c'est ce que j'allais vous dire. Ouais. Pour conclure cet échange vraiment passionnant, est-ce que vous pourriez nous donner votre vision de la QVCT demain? C'est quoi pour vous la suite logique? Moi, la suite logique, c'est l'investissement dans la prévention et vraiment d'être dans une logique de se dire que le premier critère, en fait, qui est aussi impacté au niveau des risques psychosociaux, c'est la santé. Et la santé, je la prends de manière globale. La santé physiologique, biologique, nerveuse et également mentale. Donc, il est important de prendre ça en compte, de se dire aussi qu'il y a des paliers et donc de bien accompagner, en fait, sur cette notion de on ne vient pas au travail pour se griller. Voilà, on a une santé, on la garde et ça nous permet aussi de mener les projets, d'être aussi, j'ai envie de dire, bah, là pour ses enfants, parce qu'il y a aussi une vie après, en fait, le travail. Et quand on est trop grillé aussi, voilà, par le travail, je parle même pas que pour les enfants, c'est aussi la famille de manière générale, les amis, enfin la vie qu'on a aussi en extérieur. La vie ne tourne pas qu'autour du travail, donc c'est important aussi de prendre ça en compte. Merci, Mélissa. Et bah, pour conclure aussi, il y a une certification, un label qui vient d'être créé par notamment un board où il y a Bicorp et plein d'autres personnes très en avance sur les sujets de la parentalité. Donc c'est le mouvement Bifamily. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les collaborateurs de toutes les entreprises. Donc Juners, enfin moi en l'occurrence, je suis même Bifamily leader, donc je vais pouvoir accompagner les entreprises dans cette certification et dans cet audit. L'idée, c'est d'avoir un cadre un peu plus normé pour répondre aux enjeux de la parentalité, pour ensuite faire du spécifique en fonction de l'entreprise, en fonction de l'âge des enfants, en fonction des enjeux stratégiques de la boîte, mais en tout cas d'avoir une partie vraiment audit qui va être un peu plus normé que si chacun faisait un petit peu sa sauce. L'idée, c'est vraiment d'engager, d'encadrer et d'avoir des événements, des rassemblements et si on est tous ensemble, porter peut-être la voix un peu plus haut, peut-être au niveau de nos instances politiques. La suite de l'histoire dans les semaines à venir nous le dira. On a aussi un enjeu, c'est de se dire que, on en parlait tout à l'heure des TPE, des PME qui n'ont pas forcément assez de monde pour faire des ateliers sur les écrans, les émotions, etc. Et donc de faire de l'inter-entreprise, pardon, en se disant bah, peut-être que si on se rassemble et qu'on a des thématiques qui sont régulières, bah, du coup, je vais avoir 4 collaborateurs dans l'entreprise X, 4 dans l'entreprise Y et 5 dans la dernière qui vont permettre d'animer une thématique écran et d'apporter du contenu à mes collaborateurs tout en ayant une logique bah, plus rentable pour mon entreprise et voilà, dans une logique voilà, qui est tout à fait louable, un peu comme on peut le voir avec les formations. Donc, Bifamily, je pense que c'est un mouvement à suivre si vous êtes engagé. Ça peut être juste une adhésion au début et puis après passer dans la catégorie audit. L'idée, c'est pas de mettre une très grosse machine en route, mais juste de cadrer les choses pour être un peu mieux accompagné sur ces sujets de parentalité parce que ça peut partir un peu dans tous les sens. Et l'idée, comme on l'a vu, c'est à la fin que ce soit rentable pour la boîte parce qu'on est quand même sur ces sujets-là et pour les collaborateurs. Tout à fait. Et merci beaucoup pour votre intervention. Euh, Notre échange se termine bientôt. Est-ce que vous avez des questions, nos chers participants? N'hésitez pas à les poser dans le chat. Tout le monde vous remercie en tout cas pour toutes ces informations que vous nous avez partagées. Bah, merci à vous en tout cas de nous Merci. avoir reçus pour parler de ça. C'était Oui, vraiment un très bon plaisir. moment, merci. Ouais, très bon moment, merci à vous. J'en profite pour partager vos profils LinkedIn, Super. nos profils LinkedIn, pour que Merci nous Morgane, puissions merci Corinne. rester. Ouais, merci Merci Morgane. à Merci vous. Corinne. Ouais, et très bonne Merci. journée. Merci à toutes les Très bonne deux. journée à Merci tous. à
le monde. Au revoir. Au Au revoir. revoir. La prochaine session sera avec Audrey Sanchez qui va nous rejoindre d'ici 5 minutes, donc qui est avocate. Et le sujet sera sur les baromètres de la QVCT, analyser et agir grâce aux enquêtes. Voilà. Donc, si vous voulez aller boire, Morgane, je pense que toi, tu as besoin d'aller boire, tout comme Lucille et Mélissa. Et puis, donc, on se retrouve dans 5-7 minutes avec Audrey.